Comme à chaque fois, Alicia, une petite histoire dans la grande histoire. Oui, vous avez beaucoup parlé d'Olivier Giroud. Olivier Giroud qui va retrouver un homme qu'il connaît très bien. C'est le sélectionneur marocain Walid Regragui. Ils étaient tous les deux ensemble à un moment donné. Alors ça n'a pas duré longtemps, c'était l'espace d'un été au Grenoble Foot 38, club formateur du champion du monde et ancien club du sélectionneur marocain. Donc voilà, l'été 2008. السلام عليكم الاصدقاء، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم مروكو فوريفر. نتمنىكم وكالعاده ان تكونوا في صحه جيده وفي افضل احوالكم. الاصدقاء نرحب بكم مره اخرى في فيديو جديد ستشاهدون فيه ان شاء الله التعليق ديال الاعلام بخصوص الفوز والانتصار ديال المنتخب الوطني المغربي، وكذلك تعليقاته وتوقعاته بخصوص المباراه القادمه التي سيخوضها منتخبنا الوطني، سيخوضها اسود الاطلس مع المنتخب الفرنسي في قادم المباراة التي سيخوضها يعني في نصف النهائي من هذه المنافسة العالمية. فالأصدقاء أكيد وأكيد جدا على أن المنتخب الوطني المغربي يعني والشعب المغربي وكل الشعوب العربية وكل الشعوب يعني المغربية يعني تطمح وتأمل على أن المنتخب الوطني المغربي يعني سيقدم مباراة يعني رائعة ورائعة جدا، مباراة مشرفة، وتأمل على أنه سيخرج منتصرا خلال هذه المقابلة يعني التي سيخوضها المنتخب الوطني المغربي مع منتخب فرنسا في النصف النهائي. فالأصدقاء حتى لا أطيل يعني نخليكم تشاهدوا الفيديو ونتلاقاو إن شاء الله في النهاية. Est-ce que vous êtes confiant pour l'équipe de France? Regardons vos ardoises. Et vous me dites oui pour Alicia, oui pour Karim Benani, oui pour Jérôme Alonso, oui pour le triptyque de gauche. Donc, je vous connais par cœur, il n'y a aucune arrogance dans ce oui. Il y a juste, Ludovic Obrena, que je vous fais commencer, peut-être l'expérience pour les Bleus? On a un vrai neuf. Voilà. C'est aussi simple que ça. Merci Ludovic Obrena. Non, mais les équipes qui ont joué le Maroc ont souvent tourné autour. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce de forteresse qui est quasiment imprenable, puisque cette équipe n'a concédé quasiment aucun but, si ce n'est un but contre son camp. Donc ça veut dire que manœuvrer contre cette équipe, c'est très difficile. Mais quand tu regardes la Croatie, oui, t'as pas un neuf qui éclate au grand jour. T'as Modric, t'as un milieu de terrain incroyable. La Belgique, il manquait Lukaku. Les Espagnols ont joué sans neuf. Les Portugais, Ramos, pardonnez-moi du peu, un peu jeune, et puis peut-être pas dans ce profil de finisseur. On a un finisseur ultime. Ce qui peut se passer contre le Maroc, c'est centre de Griezmann, but de Giroud, comme ce qui s'est passé un peu hier soir. On a ces forces-là, on a des forces vives pour faire exploser cette équipe. Maintenant, grand respect à cette équipe du Maroc. Moi, jamais je ne prendrai de haut cette équipe. Son parcours est exemplaire. C'est probablement l'équipe qui a le parcours le plus dur et le plus à mettre en avant. Donc, il faudra se méfier, mais on a les arguments pour faire plier cette équipe. C'est vrai, Karim Benani. Mais ce Maroc est quand même sorti en poule, j'ai envie de dire comme ça, la Belgique. La Croatie, qui est encore en lice, était dans ce groupe-là. L'Espagne, le Portugal. Et en vrai, si on est tout à fait honnête, et on l'est, on pouvait se dire aussi qu'ils n'allaient pas répéter l'exploit contre l'Espagne avec un Portugal qui était enfin retrouvé. Et à l'arrivée, c'est dehors. Et c'est pas de but encaissé. Ouais, parce que cette équipe, elle est monstrueuse. Franchement, défensivement, c'est hyper costaud. Cette équipe a réalisé l'un des plus beaux exploits de l'histoire de cette compétition, franchement. Ça mériterait de poser la question, est-ce que c'est le plus grand hein? Ouais, cette équipe va devenir légendaire dans quelques années. Les Marocains, dans 20 ans, reparleront de cette génération-là. Et ce sera très mérité, quelle que soit l'issue finale du tournoi pour les Marocains. Mais pourquoi, oui, confiant pour l'équipe de France? Parce que, la France est favorite, bien sûr. Mais parce que je vois beaucoup de fatigue côté marocain. La sortie de Romain Saïs hier, même s'il sera peut-être apte pour le match contre les Français, mais déjà contre l'Espagne, il avait une alerte. Il sort hier, il se fait remplacer par un joueur qui joue en Série B à Bari. Aguerd, je ne sais pas s'il sera là mercredi contre l'équipe de France. Mazraoui qui a tiré la langue, qui n'était pas là contre le Portugal. C'est 3 défenseurs de très haut niveau qui ne sont peut-être potentiellement pas là contre l'équipe de France. Donc voilà ce qui me fait dire que la France a beaucoup trop d'avantages par rapport à cette équipe marocaine. Mais attention, tu parlais de ne pas prendre de haut. Je pense que les joueurs ne les prennent pas de haut. Et je pense que Deschamps est justement dans ce type de match le facteur X pour l'équipe de France. Les Marocains ne le savent pas. Est-ce que ça, c'est pour vous le facteur déterminant? Oui, avec la fatigue des blessés, enfin la fatigue et des blessés, pardon. Parce que juste avant l'expérience, en un mot, tu parlais des 3 blessés principaux.
retour ou pas, mais même s'il y a retour, dans quel état? Non, ça va être très compliqué. C'est ça aussi le problème. Alors après, l'expérience, moi je suis désolé, la France, elle est en demi là par ses talents, mais elle est aussi là beaucoup par son expérience. On l'a vu sur quasiment tous les matchs. C'est-à-dire contre l'Australie, ça s'embarque très très mal quand même, vraiment. Contre le Danemark, ça s'enquille pas vraiment bien non plus. Je mets la Tunisie à part, évidemment. Contre la Pologne, c'est moins facile que prévu. Et puis hier, c'est vraiment... On l'a senti, et on l'a dit pendant 1 heure. Giroud, une occasion. Voilà, Loris, les 4 tauliers d'hier, c'est les 4 qui étaient là en 2018. Et en rajoutant Mbappé, ils étaient 5. En rajoutant Mbappé, mais Mbappé, je me le mets un petit peu à part hier par rapport à quand la France allait très mal hier. C'est Griezmann, c'est Loris et c'est Varane. Et bien ces joueurs-là, le Maroc, même s'il y a beaucoup de talent, ben ces joueurs-là et ce vécu-là, ils ne l'ont pas. Donc évidemment, dans la case blessé et dans la case expérience, c'est quand même 2 croix qu'on coche et qui sont très très importantes pour le côté France favori de ce match-là, évidemment. Alors il y aura, comme à chaque fois, Alicia, une petite histoire dans la grande histoire. Oui, vous avez beaucoup parlé d'Olivier Giroud. Olivier Giroud qui va retrouver un homme qu'il connaît très bien. C'est le sélectionneur marocain Walid Regragui. Ils étaient tous les deux ensemble à un moment donné. Alors ça n'a pas duré longtemps, c'était l'espace d'un été au Grenoble Foot 38, club formateur du champion du monde et ancien club du sélectionneur marocain. Donc voilà, l'été 2008, Giroud a 21 ans. Il revient de près d'Istres, alors en national. Walid Regragui, lui, a 33 ans. Il joue au Grenoble Foot depuis septembre 2008. Ils ont partagé un stage de pré-saison et une mi-temps lors d'un match amical. Donc c'est une belle histoire, c'est la petite anecdote. Et puis aussi, je voulais vous parler d'Amin Harit. Amin Harit qui est très actif depuis le début de la compétition sur Twitter. Le Marseillais qui malheureusement a raté cette Coupe du Monde. Et il donne rendez-vous à la France. Bonne chance maintenant. Un petit brin chambreur, mais on aime bien ça. On en parle beaucoup depuis le début de cette émission. Évidemment. Amin Harit qui donne rendez-vous aux Bleus. Nous sommes avec un mot, Alicia, avec le comeback de quelqu'un qu'on n'avait pas beaucoup entendu. Oui, Karim Benzema qui, sauf erreur de notre part, a réagi pour la première fois à la victoire des Bleus sur son compte Twitter, sur ses réseaux sociaux. Allez les gars, encore 2 matchs, on y est presque derrière vous. Vamonos, Karim Benzema qui a rempli l'entraînement hier avec le Real Madrid. Quelques photos du compte officiel du Real Madrid. Lui qui avait été contraint il y a 3 semaines de quitter l'équipe de France. Et le mot de la fin sera pour vous, Olivier Bossard. Vous avez commencé sur Noël Le Graët, vous terminez sur ce France-Maroc. Est-ce que, indépendamment de la confiance, c'est une demi-finale qui vous met en joie, qui vous excite footballistiquement parlant? Oui, parce que franchement, ce qu'on voit de cette équipe du Maroc depuis le début de la Coupe du Monde me plaît. On n'arrête pas de dire que c'est une équipe ultra défensive. Je ne suis pas forcément d'accord. Contre le Portugal, moi j'ai vu 3 offensifs sur le terrain. Je trouve que c'est une équipe qui a des arguments. On parle très peu du public, mais je trouve que le public marocain joue son rôle de 12e homme d'une manière remarquable depuis le début de la Coupe du Monde. Et vous êtes confiant quand même? Ça peut jouer. Oui, je suis confiant, mais pareil, on dit que de cette équipe de France se dégage un esprit, quelque chose de particulier. C'est exactement la même chose avec le Maroc, avec ce groupe. Regragui a su les rassembler et a su faire sortir quelque chose. Il y a une colonne vertébrale hyper impressionnante, ça prend très peu de buts. Ni la Belgique ni la Croatie. Kevin, alors aujourd'hui évidemment on va s'intéresser au duel entre la France et le Maroc et surtout au duel Hakimi Mbappé avec une question qui va revenir pendant 2 jours. Est-ce que ça va être la clé de cette demi-finale France-Maroc, le duel Hakimi Mbappé? On va tenter de répondre à cette question, mais on va y aller par étapes. Et pour moi, la première étape, et c'est inévitable, c'est de parler d'abord du fantastique travail de Walid Regragui à la tête de cette sélection. Il faut le mettre un peu en valeur. Voilà, le sélectionneur, il a 47 ans. Il a été nommé le 31 août, donc il n'y a pas si longtemps que ça, seulement 8 matchs avec le Maroc. Vous le connaissez peut-être parce qu'il a fait une majeure partie de sa carrière en France, avec Toulouse, Grenoble, Ajaccio ou Dijon. Il a été en 2020 champion du Qatar sur le banc de Al Douaï, en 2022 champion du Maroc et il gagne la Ligue des champions africaine avec le Wydad. Et le chiffre marquant, je l'ai dit juste avant, c'est 8 matchs. Il ne lui a fallu que 8 matchs pour atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. Ça n'avait été fait avant que par Otto Gloria en 66, 5 petits matchs. Et en plus, c'est une première équipe africaine à atteindre ce stade de la compétition, donc c'est historique. Est-ce qu'on peut dire que peu importe le résultat de mercredi, ça y est, Regragui est entré dans l'histoire?
Je pense que personne ne le contredira, hein. Il a eu que 3 matchs pour préparer ce mondial. Il n'a jamais pu aligner 2 fois le même 11, notamment à cause des blessures. Et moi, ce qui me choque chez lui, c'est son adaptation. Parce que c'est un coach avec des idées de jeu assez offensives. Logiquement, il veut que ses équipes elles aient la possession assez haute. Et là, il a une équipe qui accepte de subir, de ne pas avoir le ballon. Mais c'est quand même une équipe très très solide mentalement, très solidaire. Il y a 2 statistiques très intéressantes. C'est un seul but encaissé, et encore, c'est un contre son camp de Haggard, contre le Canada. Et 32% de possession de ballon en moyenne sur la compétition. Il n'y a que le Costa Rica qui a fait pire. Donc c'est vraiment une équipe qui a changé avec Regragui. Et on voit cette solidarité chez Hakimi. Alors Hakimi, on va avoir une petite fiche d'identité, mais je pense que tout le monde le connaît autour de la table. Il n'y a pas de problème avec ça. Le latéral droit du Paris Saint-Germain, 59 sélections, 8 buts. On va rentrer dans le vif du sujet parce que moi, ce que je veux regarder chez Hakimi, c'est la différence entre le Paris Saint-Germain et entre ses prestations avec le Maroc, et notamment avec les fameuses heatmaps. Donc, à gauche, vous avez la position moyenne pendant le mondial. À droite, sur les 14 premiers matchs avec le Paris Saint-Germain. Donc déjà, on voit c'est génial, ouais. On voit comment il est plus offensif avec le PSG. Ça tient aussi à la nature de jeu de l'équipe. Bien sûr, c'est pour montrer que logiquement, Hakimi c'est beaucoup plus un joueur offensif et là il correspond à ce que veut Regragui dans cette sélection. Donc c'est pas tellement le joueur qu'on voit à Paris qui va venir prendre le couloir. Kevin, du coup, je me permets, mais c'est une arme aussi offensive pour Walid Regragui. Et montrer un peu l'apport défensif d'Hakimi en sélection, c'est que sur ces 5 matchs mondiaux, il a réussi 13 tacles. Et vous avez la même statistique en 14 matchs de Ligue 1, il en a réussi 17. Donc on n'est pas du tout sur le même joueur. C'est 2 équipes totalement différentes. Paris à la possession, le bloc est beaucoup plus haut. C'est totalement différent. Après, je disais que c'était une arme supplémentaire pour le Maroc parce que dans les transitions, Hakimi est capable de prendre l'espace. À chaque récupération, vous voyez bien, c'est sur ce côté-là qu'il utilise. Mais d'ailleurs, même le latéral gauche qu'ils ont fait rentrer sur le dernier match était assez offensif. Très bon d'ailleurs. Oui. Atiala. Très très bon. Franchement. Mais après, voilà, ils ont les joueurs adaptés à leur style de jeu. Mais du coup, c'est d'où la force du nouveau coach qui est capable de s'adapter. Après, moi, par rapport au match, effectivement, ils ont peut-être eu très peu de possession sur la compétition, mais il faut regarder les adversaires. Au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est la possession sur le match contre le Canada. Savoir s'ils ont laissé la balle, les gars. 41% possession. Là, c'est intéressant. C'est le pic de possession du Donc, ça veut vraiment dire qu'il laisse le ballon. Alors, Mbappé, est-ce qu'il pourrait justement accepter de subir pour être pour le bien du collectif, on va dire, comme contre l'Angleterre? En fait, on l'a vu contre l'Angleterre. Alors, moi, j'ai entendu dire que Mbappé a fait un mauvais match. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Bien sûr, on va le voir avec les statistiques, il a vécu son match individuellement le plus complexe de la compétition. Mais attention, ce n'était pas juste Kyle Walker en face de lui, c'était aussi Anderson, c'était Saka qui redescendait. Il y avait des prises à 2, à 3. Et je trouve qu'il a accepté ce rôle-là. Il a libéré des espaces pour Griezmann, pour Giroud. Et il a fait un match quand même assez intéressant. Est-ce qu'il va subir la même chose contre le Maroc? On va voir. Moi, au final, je pense que Mbappé, il sait parfaitement comment Hakimi défend. Hakimi sait parfaitement comment Mbappé attaque. Est-ce qu'au final, on ne va pas avoir juste un duel où les 2 joueurs vont se neutraliser et le match va jouer ailleurs? Donc, est-ce que ce duel-là, c'est le duel clé de ce match? Moi, je pense pas. Je suis pas sûr. Moi, je pense pas que ça va dépendre d'Mbappé. Donc pour vous, c'est pas la clé du match. C'est pas la clé du match. Je pense pas que ça va dépendre d'Hakimi, moi. Je pense que ça va dépendre des joueurs qui sont autour de lui, parce que comme vous l'avez bien souligné, et même quand Andersen était sur une position haute, c'est Bellingham qui fermait l'intérieur. Ou Stones aussi qui revenait. Mais il était systématiquement fermé. En fait, il l'obligeait à aller vers l'avant pour pousser le ballon et le latéral droit, Kyle Walker, avait un temps d'avance parce qu'il l'attendait à ce moment-là. Donc je pense que c'est plus le milieu sur un milieu à 3, l'excentré droit et l'attaquant qui doit faire les... Je reviens juste sur une information que nous donnait Kevin. La pointe de vitesse d'Hakimi chronométrée, vous m'avez dit 36,4 km/h. C'est un des 4e joueurs les plus rapides. Juste devant Mbappé. Donc il va plus vite qu'Mbappé en fait. C'est intéressant parce qu'on a quand même régulièrement vu Kylian Mbappé en difficulté face à ce type de défenseur. J'ai le souvenir que face à Koulibaly également, face au Napoli, il avait eu beaucoup de mal par définition à le prendre de vitesse. Là, il y avait également la dimension physique. Face à Walker, c'est également le cas. Et bien sûr que sa qualité première, c'est son explosivité. Donc là, moi, je suis curieux également de voir déjà de ce point de vue-là comment il va s'en sortir. Et puis, il y a également leur relation. Comment est-ce que ça va jouer dans leur duel? Parce que est-ce qu'il va se dire je veux prendre le dessus parce que c'est une histoire particulière entre nous, ou est-ce qu'il va faire ce qu'il a un peu fait sur le match face à l'Angleterre, c'est-à-dire il a peu provoqué face à l'Angleterre, il a eu peu de déchets finalement parce qu'il a vu que c'était fermé, il n'a pas tenté d'y aller forcément, il a beaucoup contourné et est revenu en arrière. David, pour moi en 1 contre 1,
il est injouable. C'est-à-dire qu'on peut mettre Hakimi, même Walker. Walker n'a très peu joué de 1 contre 1 sur Mbappé. Hein. En 1 contre 1, il est injouable. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas le duel Hakimi-Mbappé qui va se jouer. C'est est-ce que les autres vont lui apporter justement, lui permettre de pouvoir défendre que sur l'extérieur, en fermant l'intérieur et en fermant le retour. Parce que en 1 contre 1, il est injouable. Il y a une autre question comme parce qu'ils se connaissent très bien, on l'a dit, bon, ils sont amis voilà, dans la vie, puis surtout ils se côtoient régulièrement au PSG, Jean-Marc. Oui. On en a parlé d'ailleurs dans le duel entre Hugo Lloris et Harry Kane. On a bien vu que c'était à l'avantage du gardien, le fait de très bien connaître l'attaquant de Tottenham. Alors on rappelle, hein, pareil, ils sont amis, mais c'est Lloris là, qui a eu un avantage. Est-ce que c'est avantage, quand on se connaît aussi bien, plutôt au défenseur qu'à l'attaquant ou pas? Qui a l'avantage dans ces cas-là? Ça dépend du caractère. Ça dépend du caractère. Mais ça dépend aussi de l'épaisseur de ton football. C'est-à-dire que comment Kylian il est capable effectivement de dézoner et de trouver des espaces autres que sur le côté droit. Mais il y a autre chose aussi qui est sur son côté gauche. Il y a autre chose aussi, c'est que Hakimi est un joueur très offensif. Donc comment quelque part tu mets en place une structure comme j'adore ce que fait le Roumain Luchescu, c'est-à-dire que tu laisses jouer la carotte à Kylian Mbappé et tu laisses monter Hakimi. Et là, tu peux effectivement, et tu mets quelqu'un d'autre pour défendre sur Hakimi. Et là, tu laisses Kylian tout près de Giroud, où tu laisses bouger, de façon à ce que sur le peu de contre-attaque que peut faire Hakimi, eh bien, tu peux effectivement contrer l'équipe et les mettre en très grosse difficulté. كيف ما شفتوا على الأصدقاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم فيديو رائع على الأصدقاء شفنا فيه التعليق ديال الإعلام بخصوص الفوز والانتصار ديال المنتخب الوطني المغربي يعني على منتخب البرتغال وكذلك تعليقه يعني وتوقعاته بخصوص المقابلة القادمة التي سيخوضها يعني في يعني النصف النهائي مع منتخب فرنسا. فالأصدقاء يعني الكل كما قلت سابقا وكما قال يعني بعض الإعلاميون على أنهم لم يكونوا يتوقعون على أن المنتخب الوطني المغربي سيصل إلى هذه المرتبة، سيصل إلى ما وصل إليه الآن يعني ووصوله إلى النصف النهائي يعني من هذه المبارزة ومن هذا يعني في الكأس العالمية. فالأصدقاء أكيد على أن المنتخب الوطني المغربي حطم كل الأرقام القياسية وأصبح يعني بهذا الفوز على منتخب البرتغال والمنتخبات السابقة والمنتخبات يعني السابقة يعني أنه وصل إلى النصف النهائي بمجهود جديد، وصل إلى النصف النهائي يعني بقدرات عالية أقدمت عليها المجموعة الوطنية بمجهود فردي وجماعي يعني مكنته من الانتصار على مستوى يعني المباراة التي خضناها مع منتخب إسبانيا في ثمن النهائي ومنتخب البرتغال في ربع النهائي ويعني وصوله إلى النصف النهائي في المقابلة التي سيخوضها مع منتخب فرنسا. أكيد على أنها جاءت بعد مجهودات جيدة لأقدم عليها المنتخب الوطني المغربي يعني في كل المقابلات والمباريات السابقة التي خاضها مع منتخبات كبرى وقوية يعني في يعني المنافسات السابقة. فالأصدقاء حتى لا أطيل كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى أنه يكون الإعجاب ديالكم، ما تنساوش تدعمونا على أمل أن نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.